Equinox. La radio De Barcelone. Président Puigdemont, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Equinox Radio. Donc vous êtes à Bruxelles évidemment, nous on est à Barcelone, donc on fait un duplex téléphonique. 41 sénateurs français signent un manifeste appelant l'Espagne au respect des libertés et droits fondamentaux en Catalogne. Est-ce que c'est la première grande victoire internationale de l'indépendantisme ? La France, oui. En fait, c'est la première fois qu'il y a un tel nombre de personnalités de la République française qui s'expriment de cette façon très claire concernant aux droits fondamentaux. Mais dans ces derniers an et demi, on a recueilli aussi beaucoup de soutien ou beaucoup de résultats de cette stratégie de l'internationalisation, de l'élargissement de ces connaissances, de la connaissance de ce qui se passe maintenant entre la Catalogne et l'Espagne. Vous êtes candidat aux européennes. Une polémique a eu lieu ici pour savoir si vous pourrez avoir votre siège au Parlement. Est-ce que vous devrez venir ou non à Madrid pour récupérer votre siège ? Pour faire plus simple, pourquoi vous ne vous êtes pas présenté sur une liste en Belgique ? Légalement, vous pouviez le faire et vous auriez eu la certitude de pouvoir siéger ? La loi européenne aura modifié des lois nationales permettant que des personnes comme moi-même puissent être candidats dans différents pays. Mais j'ai choisi bien sûr la Catalogne parce que s'il y a un sens que je puisse être élu membre du Parlement européen, c'est de porter la voix catalane. Là, je ne vais pas me mélanger dans la politique de notre pays. Je ne peux pas le faire et je crois que je ne serai pas utile à ce que que j'essaye de promouvoir. Les Français de Barcelone auront le droit de vote à ces élections européennes. Pourquoi ils devraient voter pour vous, Carles Puigdemont ? Parce on partage le même préoccupation pour l'Europe, je crois, et je vois chez les Français n'importe où sont-ils le même préoccupation pour l'avenir de cette Europe qui est menacée d'un côté pour les extrémistes xénophobes et pour certains populismes d'État, que c'est le moment de renforcer la voix des peuples, de la diversité de l'Europe, dont la Catalogne maintenant c'est une référence. Et parce que le parcours qu'on veut par la Catalogne, c'est le parcours qu'on veut par le reste des pays de l'Europe. Et que maintenant, aujourd'hui, la Catalogne, puisqu'elle est à l'avant-garde de cette révolution démocratique, ça peut aider beaucoup des autres sociétés qui se sentent concernées pour le même défi. Même si notre but, c'est la Catalogne, c'est aussi le but, c'est l'Europe. Donc ça nous concerne tous, y compris, bien entendu, le Français qui réside en Catalogne. Certains commentateurs disent que vous espérez qu'il y a à la tête de l'Espagne, après le 28 avril, une coalition entre la droite et l'extrême droite pour que des mesures radicales soient prises par le gouvernement espagnol, comme par exemple supprimer définitivement l'autonomie politique de la Catalogne, pour ensuite que vous puissiez récupérer un soutien international. Est-ce que c'est vrai ça ? C'est un délire, cette interprétation, c'est absolument délirante. C'est justement le contraire, ce qu'on essaye. Ce qu'on essaye, c'est de, finalement, trouver à l'autre côté de la table quelqu'un qui puisse dialoguer, qui puisse faire de la politique. On a trouvé déjà ce genre de gouvernement avec M. Rajoy. Moi, j'ai eu en face un gouvernement très radical, très, très, très fermé à l'idée de dialogue, qui n'a pas du tout accepté même d'en parler. Et donc on a connu déjà ça, et ça c'est le mauvais pour la Catalogne. Et c'est le mauvais pour l'Espagne et aussi pour l'Europe. Donc moi ce que je veux, je peux dire que c'est la volonté de la majorité des Catalans, c'est qu'il y ait une vraie démocratie. Et une coalition d'extrémistes de droite nationaliste espagnole, c'est le plus éloigné de la démocratie, donc ça va éloigner les solutions politiques. C'est le temps qu'en Espagne, il puisse y avoir un changement politique, un vrai changement politique. Mais finalement, on connaît que peut représenter la menace d'un gouvernement d'extrême droite et de droite. On connaît quelles sont les conséquences et donc ce qu'on va essayer de faire en Catalogne, c'est d'avoir un grand résultat qui puisse empêcher une telle coalition. Parce que la façon d'empêcher une telle coalition, c'est d'avoir un grand résultat en Catalogne. Sans la Catalogne,
ils ne pourront pas gouverner. Est-ce que vous avez envie de dialoguer avec Pedro Sanchez? Depuis toujours. Moi, j'avais envie de dialoguer avec M. Rajoy. Imaginez-vous donc si je n'ai pas envie de dialoguer avec M. Sanchez. Depuis toujours. Quand je rencontrais M. Sanchez lorsque j'étais à Barcelone, 3 fois, le même cas avec M. Rajoy, je lui proposais toujours de démarrer une table de dialogue, une plateforme pour commencer à parler de comment on peut résoudre politiquement la demande de la Catalogne d'exercer son droit à l'autodétermination. Il s'agit d'une question absolument politique et on doit faire de la politique. Et on s'est assis à la table, mais toujours on reste le seul assis à la table. Quand les principaux membres de votre gouvernement qui sont jugés à Madrid en ce moment disent que la déclaration d'indépendance du 27 octobre 2017 était symbolique, est-ce qu'il faut repenser complètement le processus indépendantiste? Tout d'abord, ce que je veux dire, et je profite pour le dire, mon soutien absolu à mes collègues et mes amis qui font face à un procès absolument injuste et absolument sans aucune base. Donc, ils doivent me faire tout, absolument tout, pour sortir de cette injustice, de cette situation. Et deuxièmement, en politique, les décisions sont prises dans les institutions. Nous avons pris une décision au Parlement catalan, et le Parlement catalan a ratifié ces décisions. Mais toujours doit être le Parlement et le peuple catalan qui doivent choisir qu'est-ce que convient à la Catalogne. C'est ça, même une décision de continuer à former part de l'Espagne serait une décision souveraine, parce qu'elle aurait été prise par la population catalane en liberté, et si la majorité décide de continuer à l'Espagne avec ce statu quo, on devrait respecter ça. Mais c'est quoi la feuille de route alors aujourd'hui? Parce qu'il y a une partie du gouvernement en exil, il y a une autre partie en prison. Qu'est-ce que vous voulez faire pour arriver à l'indépendance de la Catalogne? C'est vrai que la feuille de route maintenant est marquée par la répression. C'est un élément qui n'était pas présent il y a 2 années, et c'était alors une menace. Maintenant, c'est une réalité dure, une réalité injuste. Donc on doit compter sur cette réalité. La priorité de nos jours maintenant, c'est de empêcher que cette répression puisse progresser et de dénoncer cette attitude absolument intolérante de la partie de l'État qui a porté des gens en prison, des gens en exil, des gens qui sont poursuivis par le procureur général pour faire de la politique. On n'est pas face à une réalité criminelle, on est face à une réalité politique. Ça, c'est la priorité. Et de cette priorité, on doit après prendre des décisions, bien sûr, à partir d'une autre réalité qu'on ne connaît pas pour l'instant, que c'est la réalité des élections. Qu'est-ce qui va passer aux élections législatives du prochain 28 avril? Qu'est-ce qui va passer aux élections locales et européennes? Et ça va nous donner des éléments que, pour l'instant, ils ne sont pas présents, ou qu'on ne connaît pas, pour continuer à faire de la politique. Vous parlez des élections, mais vous avez pris un risque, justement, aux européennes de vous présenter face à Oriol Junqueras, qui lui aussi sera présent sur sa liste. S'il y en a un des deux qui n'est pas élu, comment ça va se passer? Les voix des Catalans vont continuer à dire le même qu'ils viennent de dire dans toutes les élections précédentes. Donc, c'est pas envisageable que ni M. Junqueras ni moi-même puissent être exclus. Mais, si ça donne le cas, en fait, ce qui va compter, ce seront les voix que recevront les candidatures pour l'indépendance, pour voir si on continue avec cette mobilisation, cette forteresse, cette vigueur de notre option ou non. Mais je suis absolument convaincu que les élections européennes sont un grand scénario, une grande opportunité pour exprimer un soutien encore plus élargi à l'option de l'indépendance. Vous soutenez au municipal Elsa Artadi, qui était jusque-là la porte-parole du gouvernement. Est-ce qu'elle a ses chances de gagner face à Ernest Maragall, le candidat de la gauche indépendantiste? Absolument. Moi, quand je vois le reste des candidats, la seule nouveauté, la seule candidate qui exprime l'avenir et pas le passé, qui s'exprime avec un nouveau langage, avec une nouvelle idée de leadership, c'est Elsa Artadi. Lorsque je m'imagine la mairie de Barcelone
Je la vois plus sur l'avenir que sur le passé. Et c'est le moment de dire au monde que Barcelone est en retour, que finalement Barcelone a fermé une période de décadence pour une mauvaise gestion et est entré à nouveau à la modernité et à l'avant-garde que représente tout à fait par sa formation, par son leadership, la candidature qui est lidérée depuis la prison par Quim Forn, mais que compte avec des gens comme la même El Sartavi, ou Ferran Mascarell, ou Neus Munté, qui connaissent parfaitement Barcelone, qui l'aiment beaucoup et qui sont absolument capables. Quand vous insistez sur le fait que El Sartadi soit le futur, soit l'avenir, est-ce que vous pensez que le candidat Maragall, lui, viendrait un peu du passé, de par son âge? Il y a bien évidemment une nouvelle génération qui demande de lidérer cette nouvelle étape de la Catalogne. Et je crois que c'est son tour. C'est le tour de nouveaux leadership, de nouveaux langages, de nouvelles priorités. Il y a des générations de gens comme El Sartadi, comme Laura Borràs, comme Míriam Nogueras, Marta Madrena de Girona, qui représentent exactement ça. Il y a des gens qui nous demandent unité, transversalité, échapper du sectarisme classique de parti et surtout regarder l'avenir. Donc pour moi, bien entendu, tous les candidats sont légitimes, mais à mon avis, Elsa et l'équipe qui est derrière elle représente ce que je viens de dire. On va parler de votre livre que vous avez sorti, La crise catalane, une opportunité pour l'Europe. Il y a deux éléments qui ont attiré mon attention. Économiquement, vous dites qu'il faut laisser sa chance à la Catalogne indépendante. Une fois qu'il y aura un État catalan, vous prévoyez que les entreprises, les banques viendront chercher le marché catalan et qu'il n'y aura pas de problème. Alors pourquoi l'indépendantisme a-t-il autant de mal à convaincre les milieux de l'entreprise? Bon, c'est pas tout à fait exact, parce que oui, il y a eu quelques 2000, 3000 firmes qui ont changé sa siège social, mais ils n'ont pas déplacé aucun poste de travail. Mais par contre, le nombre d'entreprises qui sont présentes en Catalogne à la fin 2017, et ça a continué à 2018, a continué à être encore plus haute. Donc, les bilans, c'est absolument positif. Si on voit les chiffres officiels des exports, ils ont continué à croître, et même il y a eu des investissements étrangers qui ont continué à arriver en Catalogne. Je me souviens parfaitement d'une rencontre que j'ai eue avec des entrepreneurs, des dirigeants d'un multinational à Madrid, par un petit déjeuner discret. On a discuté sur ces scénarios, et la conclusion c'était la suivante. Les entreprises, surtout les grandes entreprises, elles essayent de faire du business là où ça a été possible. Ils n'étaient pas tout à fait préoccupés par l'idée de l'indépendance, mais surtout par quelle sorte de pays on veut construire. Parce qu'il y a de compagnies qui s'installent dans des pays avec une grande instabilité, qui n'est pas tout à fait le cas de la Catalogne ni de l'Espagne, dans un monde globalisé. Une puissance économique comme la Catalogne, dans une situation stratégique avec un tissu de petites et moyennes entreprises et surtout avec un bon réseau d'universités qui forment de main-d'œuvre de capacité, c'est pas concevable que ça puisse avoir des effets négatifs. Tout au contraire, avoir un État qui aide au développement d'une partie d'un pays, moi, je suis convaincu que ça aurait des effets multiplicateurs sur l'économie catalane. Dans votre livre, vous dites aussi que les frontières ne doivent plus se déterminer en fonction des actions militaires des États, mais que les habitants d'un territoire géographique peuvent désormais choisir eux-mêmes leurs frontières. C'est une vision philosophique, mais qui trouve rarement une traduction dans la politique actuelle. Oui, vous avez raison, parce que les États, la majorité d'entre eux sont une conséquence des actes de violence ou des actes qui ne sont pas démocratiques à l'origine. Ça, c'est la réalité. Mais c'est aussi la réalité dire qu'on va vers un monde qui veut faire de la paix la normalité, qui veut faire de décisions basées sur la volonté des citoyens libres la façon de résoudre les conflits. Et donc, que la décision de changer frontières, de créer de nouveaux États,
de transformer les États doit être, on doit avoir l'espoir de ça, doit être faite par des moyens exclusivement non violents et basés sur la volonté des gens. Ça, c'est l'idéal. Mais ça, c'est l'avenir. C'est pas concevable qu'on se batte pour améliorer les conditions de tout le monde, du point de vue environnemental, du point de vue de la santé, du point de vue de l'économie, et qu'on soit incapable de gérer la décision territoriale par la voie de moyens pacifiques et non violents. Il faut désacraliser l'idée de l'unité des nations. C'est pas rien de sacré, c'est une chose faite pour les hommes et donc peut être modifiée sans dramatiser pour les hommes mêmes. L'ancien président Artur Mas arrive au terme de sa période d'inéligibilité. Dans quelques mois, il pourrait redevenir président de la Catalogne. Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez, quelque chose que vous soutiendriez? Artur Mas a été et sera toujours un actif, un capital très important pour la Catalogne. Et il pourra faire ce qu'il considère utile à la Catalogne. Il l'a montré déjà. Il a été capable de faire des choses que peut-être des autres n'auront été capables de faire. C'est un homme qui est très, très aimé en Catalogne. Et moi-même, j'ai eu de très bons rapports avec lui, donc c'est un actif pour la Catalogne entière. C'est pas uniquement pour une partie politique, mais je crois que dans l'histoire de la Catalogne, Artur Mas a gagné sa place. Prison, exil, est-ce que ça valait la peine tout ça finalement, Carl Puigdemont? Oui, lorsqu'on regarde le sacrifice que l'acquisition de droits ont représenté, on voit que oui, il va la peine de se sacrifier et de faire face à ce genre de menaces pour essayer d'améliorer la vie de nos concitoyens, de nos fils, de nos petits-fils, de notre pays. Oui, c'est en fait, c'est un peu triste qu'encore à l'Europe du XXIe siècle, l'Europe de la paix, de la démocratie, on doit, pour défendre des droits fondamentaux, on doit se risquer de telle façon, de telle manière. Mais on a fait ce qu'on a promis de faire et on a agi dans le cadre d'un engagement absolument indiscutable de la non-violence, de la paix, de la démocratie, et de tout faire pour surtout ne pas changer notre méthode, notre but d'exercer notre droit à l'autodétermination. C'est la première fois qu'un pays essaye d'être indépendant, peut-être sans faire la guerre de l'indépendance. Mais ça, oui, ça mérite la peine d'essayer de faire. Carl Puigdemont, une dernière question. Qu'est-ce qui vous manque le plus depuis que vous avez quitté la Catalogne? C'est plein de choses, mais surtout, vous pouvez imaginer la famille, ma ville, mes amis, ces trucs quotidiens que lorsqu'on est là, on ne remarque pas, mais que lorsque on ne les a pas, on ne peut pas les avoir, oui, on les manque beaucoup. Mais ce sont des choses personnelles, intimes. Carl Puigdemont, merci d'avoir été en interview sur Equinox aujourd'hui. Merci à vous. Equinox Radio.